La manipulation est un art, une science, une force invisible qui gouverne le monde sans que la majorité ne s'en aperçoive. Elle est partout, dans chaque conversation que tu tiens, dans chaque publicité que tu regardes, dans chaque décision que tu crois avoir prise librement. Peu importe qui tu es, ce que tu penses savoir ou la solidité que tu attribues à ton esprit. Voici la vérité. Tu as déjà été manipulé, bien plus souvent que tu ne peux le compter, et tu continueras de l'être, à moins d'apprendre comment fonctionne le jeu. Ce livre n'est pas un énième manuel générique sur la persuasion. Ce n'est pas un recueil de conseils recyclés pour influencer les autres. C'est quelque chose de bien plus dangereux. Une boîte noire. Tu y découvriras les mêmes stratégies qu'ont utilisées les esprits les plus brillants et les plus sombres pour contrôler des sociétés entières, ériger des empires et les faire tomber d'un seul mot. C'est un savoir qui, utilisé avec discernement, peut te rendre capable de plier la volonté des autres à ton avantage. Mais si tu choisis de l'ignorer, tu ne seras qu'un pion de plus sur l'échiquier de ceux qui, eux, en connaissent les règles. Souviens-toi de chaque fois où tu as pris une décision qui n'avait aucun sens, de chaque fois où quelqu'un t'a fait faire ce que jamais, en temps normal, tu n'aurais accepté. Pense aux instants où tu as senti que ta volonté ne t'appartenait plus, que tu étais pris au piège dans un récit que tu n'avais pas écrit. Ce n'était pas un hasard, c'était un plan. De la politique à l'amour, de la publicité à la religion, la manipulation a toujours été l'arme suprême de ceux qui gouvernent les esprits. On nous a fait croire que nos idées sont les nôtres, que nos émotions sont sincères, que nos choix sont spontanés, mais ce n'est pas vrai. Elles ont été semées, guidées, orchestrées. Et ce livre est la clé pour entrevoir la matrice dans laquelle tu as toujours été enfermé. Si tu lis ces lignes, deux chemins s'ouvrent à toi. Rester aveugle ou te réveiller. Mais sache une chose, une fois cette porte franchie, il n'y a pas de retour possible. Tu ne verras plus jamais le monde comme avant. Tu ne feras plus jamais totalement confiance. Tu découvriras que bien des croyances, des désirs, même des sentiments profonds que tu pensais tiennent de toi, ont été implantés dans ton esprit à ton insu. Car la manipulation n'est pas qu'une technique, c'est le socle même de la civilisation humaine. Chaque mot que tu lis dans un livre, chaque image que tu vois sur un écran, chaque phrase prononcée par un leader, un influenceur ou même par une personne proche, a une intention. Il n'y a pas de communication sans dessein. La question n'est pas si tu es manipulé. La vraie question est par qui et dans quel but. Les meilleurs manipulateurs ne ressemblent jamais à ce que tu imagines. Ils n'utilisent ni la force ni la contrainte. Ils te donnent envie de faire ce qu'ils veulent. Ils te font croire que la décision venait de toi, que tu as toujours voulu agir ainsi. Ce n'est pas de la magie, ce n'est pas de l'hypnose de cirque, c'est de la science, de la psychologie, du langage, du jeu mental. Si un jour tu t'es demandé pourquoi certaines personnes parviennent à convaincre presque n'importe qui sans le moindre effort, pourquoi certains politiciens peuvent vendre des promesses vides encore et rester élus, pourquoi certaines marques réussissent à te faire acheter des produits dont tu n'as pas besoin, la réponse est la même. Ils comprennent le fonctionnement de ton esprit mieux que toi-même. Les techniques de manipulation que tu découvriras dans ce livre ne sont pas des théories abstraites. Ce sont des outils concrets, utilisés par les figures les plus influentes du monde. Vendeurs qui te poussent à consommer, leaders qui créent des mouvements, séducteurs qui obtiennent ce qu'ils veulent, publicitaires qui façonnent les tendances, entrepreneurs qui régissent les marchés, tous jouent à un niveau que la plupart ignorent jusqu'à son existence. Et voici la part la plus inquiétante. Tu n'as pas besoin d'être un génie pour manipuler. Tu n'as pas besoin d'un diplôme en psychologie, ni de talent particulier. Il te suffit de voir la structure cachée sous la réalité, d'en apprendre les règles et de les appliquer sans trembler. Certains diront que ce que tu es sur le point d'apprendre est dangereux, qu'il ne devrait pas être mis entre toutes les mains, qu'il pourrait être mal utilisé, et ils ont raison. Car la manipulation est une arme, et comme toute arme, elle peut servir à protéger
ou à anéantir. Elle peut t'émanciper ou t'asservir encore plus. Elle peut faire de toi l'architecte de ton propre destin ou le bourreau des autres. C'est toi qui décides de l'usage que tu feras de ce savoir. Mais ici, maintenant, j'espère de tout cœur que tu choisiras de t'en servir pour grandir, pour t'approcher d'une vie plus alignée avec toi-même, pour étendre ta lumière. Mais n'oublie jamais ceci. Le monde n'est pas un endroit juste. Ce n'est ni l'homme le plus honnête, ni le plus bienveillant qui l'emporte. C'est celui qui comprend le mécanisme de l'esprit humain et qui l'utilise à son avantage. Bienvenue de l'autre côté du miroir. Chapitre 1. Le cerveau est une machine à programmer. Nous sommes en 1953. Dans une pièce froide, sans fenêtre, éclairée uniquement par une lampe suspendue, un homme est assis, courbé sur une table de métal. Il s'appelle Alexander Petrov, capitaine des services de renseignement, patriote de naissance, un homme qui a toujours servi son pays avec honneur. Mais aujourd'hui, il se trouve de l'autre côté du monde, capturé par ses ennemis. Ce qui est incroyable, ce n'est pas qu'il ait été capturé. Ce qui est incroyable, c'est qu'on ne lui a rien fait. Pas de cris, pas de coups, pas de torture, juste des conversations. Chaque jour, pendant des heures, on le fait asseoir dans cette même pièce. On lui pose des questions anodines, on parle d'histoire, on lui montre des dossiers, on lui expose des versions du monde qu'il n'avait jamais envisagées. Au début, Alexander rit. Il résiste. Rien ne pourra lui faire changer d'avis. Il sait qui il est. Il connaît sa vérité. Mais les jours passent. Les gardes lui parlent avec respect. Les interrogateurs lui offrent des cigarettes. On ne le traite pas comme un prisonnier, mais comme un ami. Peu à peu, les arguments commencent à lui sembler plus logiques, plus sensés. Il y a des documents, il y a des photos. Et soudain, un petit détail dans sa mémoire ne colle plus. Une chose dont il était absolument sûr ne l'est plus vraiment. Et si les choses n'étaient pas comme je le pensais? Un mois plus tard, il commence à faire des cauchemars. Il se réveille en pleine nuit, doutant de ses propres certitudes. Et si son pays lui avait menti? Et si tout ce qu'il avait toujours cru n'était pas vrai? 2 mois plus tard, Alexander remet tout en question. Ce qu'il aurait rejeté sans réfléchir, il l'envisage désormais avec ouverture. Il a le sentiment d'apprendre, de voir le monde avec un regard plus vaste. Dans son esprit, il n'est plus prisonnier. Il est un homme libre. 3 mois plus tard, sa voix a changé. Ses mots ne sont plus les mêmes. Il ne défend plus son drapeau avec la même fierté. Son pays, son peuple, sa mission, tout lui semble aujourd'hui une vaste illusion. 6 mois plus tard, il signe son allégeance à l'ennemi. Non pas parce qu'on l'y a forcé, mais parce qu'il croit que c'est juste. 7 mois plus tard, il apparaît à la télévision. Dans un message retransmis au monde entier, Alexander avoue les crimes de sa nation. Il parle de son éveil, de la vérité enfin révélée. Il jure avoir toujours été du bon côté, que ses ravisseurs l'ont libéré. Mais il n'a pas été libéré, il a été reprogrammé. On ne l'a pas battu, on ne l'a pas drogué, on lui a simplement parlé. Et désormais, son esprit ne lui appartient plus. Alexander Petrov n'était pas un cas isolé. Il n'a pas été le premier et il ne sera pas le dernier. Ce qui lui est arrivé repose sur un principe universel. L'esprit humain est programmable. Ce qu'il y a de plus terrifiant dans son histoire, ce n'est pas qu'on l'ait manipulé, mais la manière dont cela s'est produit. Il n'y a eu ni violence, ni menace, ni coercition. Il n'y a eu que des mots. Et cela suffit. Ton cerveau n'est pas une machine logique, même si tu aimes le croire. Il ne prend pas de décision de façon rationnelle, ni n'évalue chaque information objectivement. Ton esprit fonctionne comme un logiciel en perpétuelle mise à jour. Il se nourrit de ce qu'il reçoit et réécrit son code à chaque nouvelle expérience, à chaque conversation, à chaque histoire entendue. Peu importe la force que tu prêtes à ta volonté,
Si quelqu'un sait quelles paroles employer, à quel moment les prononcer et comment les faire résonner en toi émotionnellement, il peut entrer dans ton esprit sans que tu ne t'en aperçoives. Voilà comment fonctionne la manipulation. Pas par les cris, pas par les menaces, mais par la répétition, l'exposition, la logique déguisée en certitude. L'esprit d'Alexander ne s'est pas effondré en une nuit. Ce fut un processus lent, une idée semée ici, une autre là, de petites contradictions dans sa mémoire, des doutes imperceptibles au départ. Et puis, quand sa résistance affaiblit, quand il s'est senti à l'aise dans son environnement, quand il a cru que tout était sous contrôle, la programmation était achevée. Et maintenant, la vraie question est, combien de fois cela t'est-il arrivé à toi? Combien de fois as-tu changé d'avis sans te souvenir du moment exact où cela s'est produit? Combien de fois as-tu défendu avec passion des idées qui n'existaient même pas dans ton esprit quelques mois auparavant? Combien de fois as-tu senti que quelque chose qui te paraissait autrefois absurde te semble aujourd'hui tout à fait sensé? Ce n'est pas un hasard, ce n'est pas une évolution personnelle, c'est de la programmation. Les idées ne surgissent pas du néant, elles sont implantées, cultivées, renforcées avec le temps. Et le plus dangereux, c'est que tu ne t'en rends pas compte quand cela arrive. Observe ta propre vie. Chaque fois que tu vois une publicité et ressens le besoin d'acheter quelque chose auquel tu n'avais jamais pensé, programmation. Chaque fois qu'un politicien parvient à te convaincre que le problème vient de l'autre camp, alors qu'il y a quelques mois tu pensais le contraire, programmation. Chaque fois qu'un influenceur te vend une idée à laquelle tu n'avais jamais réfléchi, mais qui te semble soudain totalement logique, programmation. Et ce n'est pas limité à la politique ou au marketing, c'est partout. Pense à la musique que tu écoutes. Les paroles de tes chansons préférées tournent dans ta tête depuis des années, façonnant ta manière de percevoir l'amour, le succès, le bonheur, la douleur. Pense aux films et aux séries que tu regardes. Combien de tes valeurs ont été influencées par les personnages que tu as vus à l'écran? Combien de tes aspirations, de tes peurs, de tes certitudes ont été sculptées par des histoires imaginées par d'autres? Et maintenant, pense aux réseaux sociaux. Imagine une expérience. Deux personnes créent un compte sur la même plateforme le même jour. L'une commence à suivre des pages de motivation, d'entrepreneuriat et de développement personnel. L'autre suit des comptes de potins, d'actualités sensationnalistes et de débats politiques. 2 mois plus tard, leurs réalités sont radicalement différentes. Elles vivent dans le même monde, mais leurs esprits habitent des univers opposés. Leurs croyances, leurs préoccupations, leurs émotions ont été programmées par ce qu'elles ont consommé. Non pas parce qu'elles l'ont choisi, mais parce que quelqu'un d'autre a conçu le contenu qu'on leur a présenté. Les algorithmes ne sont pas neutres. Ils ne te montrent pas ce qui t'intéresse, mais ce qu'ils veulent que tu trouves intéressant. Ils savent que si certaines idées te sont montrées encore et encore, tu finiras par les accepter. Et tu ne le remarqueras même pas. Voilà comment fonctionne la manipulation dans le monde moderne. On ne t'oblige pas, on ne te dit pas quoi penser. On crée simplement l'environnement idéal pour que tu tires toi-même les conclusions que l'on attend de toi. Et quand tu crois être arrivé à ces idées par ton propre chemin, quand tu es convaincu que personne ne t'a influencé, quand tu es sûr de maîtriser ton esprit, c'est à ce moment-là que la manipulation a été la plus réussie. Si, après avoir lu tout cela, tu continues à croire que ton esprit t'appartient entièrement, alors la manipulation a accompli son œuvre mieux que tu ne l'aurais imaginé. Car voici une vérité que personne ne veut affronter. Tu n'as jamais été pleinement le maître de tes pensées. Tes opinions, tes croyances, tes valeurs ont toutes été façonnées par des forces extérieures. Ta famille, ta culture, les livres que tu as lus, les films que tu as regardés, la musique que tu as écoutée, les professeurs que tu as eus, les amis avec qui tu as grandi.
Chaque conversation, chaque expérience, chaque répétition d'une idée dans des contextes différents a programmé ton esprit pour penser d'une manière bien précise. La plupart des gens ne se rendent jamais compte de cela. Ils vivent leur vie en défendant des idées qu'ils n'ont jamais choisies consciemment, en agissant sous l'effet d'impulsions implantées dès l'enfance. Mais maintenant que tu le sais, deux chemins s'ouvrent à toi. Tu peux choisir de l'ignorer, de continuer comme si de rien n'était, en croyant que tes pensées sont les tiennes, que tes choix sont spontanés, que tu es un individu indépendant qui prend des décisions rationnelles. C'est la voie la plus facile. Elle ne change rien. Elle maintient le monde tel qu'il est. Ou bien, tu peux choisir l'autre option. Tu peux apprendre à voir le code qui se cache derrière la réalité. Car si ton esprit a été programmé sans que tu t'en aperçoives, alors cela signifie aussi que tu peux le reprogrammer en ta faveur. Tu peux reprendre le contrôle du processus, choisir les idées que tu laisses entrer dans ta tête, filtrer l'information que tu consommes, les messages que tu acceptes, ceux que tu refuses. Mais avant de pouvoir faire cela, il faut d'abord que tu vois le plateau de jeu. Et c'est précisément la raison pour laquelle tu es ici. À partir de maintenant, ce livre sera ton arme. Pas pour sombrer dans la paranoïa, pas pour te méfier de tout, mais pour apprendre à naviguer dans un monde où chacun tente, d'une façon ou d'une autre, d'influencer ton esprit. Car si tu ne prends pas le contrôle de ton mental, quelqu'un d'autre le fera à ta place. Bienvenue dans le jeu. Ce n'est que le début. Chapitre 2. Comment une pensée s'implante dans ton esprit. Nous voulons tous croire que nos idées nous appartiennent. Nous aimons penser que nous réfléchissons de manière indépendante, que nos conclusions sont le fruit d'une analyse profonde, que nos croyances sont nées de notre intelligence et de notre raisonnement. L'idée que nos décisions émanent de notre logique plutôt que d'influences extérieures nous rassure. Mais la réalité est tout autre. L'esprit humain n'est pas un sanctuaire isolé, ce n'est pas un système scellé où les idées surgiraient spontanément. C'est une éponge, une structure conçue pour absorber l'information et la transformer en certitude. Depuis le moment où nous naissons, nous absorbons le monde qui nous entoure. Nous ne remettons pas en question ce que nous voyons. Nous n'analysons pas chaque mot que nous entendons. Nous recevons, nous acceptons, nous enregistrons. L'esprit ne filtre pas l'information de façon objective. Il la traite à travers un contexte. Et ce contexte, ce sont les autres qui l'ont construit. Nous grandissons dans une famille qui nous dit ce qui est bien et ce qui est mal. Dans une société qui nous apprend ce qui est acceptable et ce qui ne l'est pas. Dans un monde où les systèmes de croyances sont déjà en place bien avant que nous ayons la possibilité de les interroger. Chaque mot entendu, chaque image vue, chaque émotion ressentie laisse une empreinte dans notre esprit. C'est inévitable. L'information entre, se dépose et forme le socle à partir duquel nous construisons notre vision du monde. Et c'est ici que le véritable tour de passe-passe se produit. Quand nous croyons penser, en réalité, nous nous souvenons. Il n'existe pas de pensée pure, isolée des influences extérieures. Ce que nous appelons pensée est souvent un assemblage de souvenirs, d'impressions, de fragments d'informations semés en nous au fil du temps. Les gens ne pensent pas, ils se rappellent. Ils ne forgent pas leurs idées à partir de rien. Ils les adaptent et les répètent. Ce que nous croyons être notre raisonnement logique n'est bien souvent que le reflet d'échos entendus dans le passé. Les grands manipulateurs l'ont compris mieux que quiconque. Ils savent qu'il n'est pas nécessaire de forcer quelqu'un à croire une chose immédiatement. Il suffit de l'exposer à cette idée encore et encore, dans différents contextes, sous des angles variés, jusqu'à ce que son esprit l'accepte comme si elle avait toujours été là. C'est un processus subtil et progressif. Un goutte à goutte d'information qui, avec le temps, devient certitude. Quelqu'un qui n'a jamais envisagé une idée la rejettera peut-être la première fois. Mais si cette même idée revient sans cesse, portée par d'autres voix, dans d'autres lieux,
elle finit par devenir une partie intégrante de sa réalité. C'est alors que le cerveau ne la traite plus comme une possibilité, mais comme un fait. Ce qui était étranger devient familier, ce qui paraissait absurde devient logique. Ce mécanisme a été utilisé par la politique, la publicité, la religion, les relations humaines et tout système cherchant à influencer la pensée. Et ce qui le rend si dangereux, c'est que nous ne le remarquons presque jamais. Nous ne sentons pas que nous sommes manipulés, car une manipulation efficace est imperceptible. Il n'y a ni imposition ni violence. Il n'y a qu'un glissement progressif de notre perception, jusqu'à ce qu'un jour, nous défendions avec conviction une idée que nous n'aurions même pas envisagée quelques mois auparavant. L'esprit ne fait pas la différence entre ce qui est réel et ce qui a été répété suffisamment de fois. Si une chose est dite avec assez de régularité, elle devient une vérité. Ce principe a été exploité par des régimes politiques, des multinationales, des chefs religieux et des manipulateurs de tous horizons. Tu n'as pas besoin de prouver qu'une chose est vraie. Tu dois seulement faire en sorte qu'elle sonne juste, suffisamment longtemps. Les publicitaires le savent bien. Un consommateur n'achète pas parce qu'il a pris une décision rationnelle, mais parce que l'idée d'acheter a été implantée dans son esprit par une exposition répétée. Si tu vois une publicité une seule fois, tu ne réagiras peut-être pas. Mais si tu la vois encore et encore, si tu en entends parler dans une conversation, si quelqu'un que tu admires l'évoque positivement, ton esprit l'absorbe. Il arrive un moment où cette marque devient pour toi une option logique, même si tu n'as jamais évalué objectivement si elle était la meilleure. Lorsque finalement tu achètes, tu penses avoir décidé, mais en réalité, ton esprit a été programmé pour cela. En politique, le mécanisme est le même. Un gouvernement n'a pas besoin que la population pense de manière critique. Il lui suffit de faire répéter une idée sans la remettre en question. Il suffit d'utiliser certains mots avec stratégie. Si un mouvement est décrit à maintes reprises comme une menace, tôt ou tard, les gens commenceront à le percevoir comme tel, même sans preuve. Si une personne est étiquetée d'une certaine façon, sa réputation sera gravée dans l'inconscient collectif. Le langage ne se contente pas de communiquer, il programme. Et la peur est l'outil le plus puissant pour implanter des idées dans l'esprit. Un gouvernement qui souhaite renforcer son contrôle n'imposera pas de nouvelles règles d'emblée. Il commencera par susciter un sentiment de menace, un ennemi invisible, un danger latent. Les médias parleront de risques, de crise, de chaos. Le même message sera répété encore et encore. Et lorsque les gens auront peur, lorsqu'ils commenceront à réclamer des solutions, alors on leur offrira ce qui avait été prévu depuis le début. On n'impose pas le contrôle, on fait en sorte qu'il soit désiré. Les mots ne sont jamais neutres. Ils sont chargés d'intention. Ce n'est pas la même chose de dire « dépenses publiques » que « investissement dans le peuple ». Ce n'est pas la même chose de parler de rebelles ou de terroristes. La manière dont on nomme quelque chose détermine la manière dont il sera perçu. Les manipulateurs le savent parfaitement. Ils ne cherchent pas à convaincre par la logique, mais par l'émotion et la répétition. Et la manipulation ne se limite pas aux grandes sphères. Dans les relations personnelles, elle est omniprésente. Un manipulateur émotionnel ne te dira pas directement ce que tu dois penser, il influencera ta perception par des phrases soigneusement choisies. S'il veut que tu doutes de toi, il ne te dira pas « tu es quelqu'un d'insécure », mais sèmera cette idée à travers des remarques subtiles. Il te demandera pourquoi tu as mis si longtemps à répondre à un message. Il insinuerait que les autres ne te prennent pas au sérieux. Il remettra ton jugement en question de manière détournée. Et, après l'avoir entendu suffisamment de fois, tu commenceras à douter de toi, sans même savoir d'où cette insécurité est née. Un supérieur qui souhaite que tu travailles plus longtemps sans rémunération supplémentaire ne te le demandera pas frontalement. Il te rappellera simplement, encore et encore, combien ce projet est crucial. Il te dira qu'il a davantage confiance en toi qu'en les autres, qu'il admire ton engagement,
et mentionnera comment certains ont déjà sacrifié leur temps pour l'entreprise. Et, au bout du compte, ce sera toi qui décideras de rester tard, persuadé que cela vient de toi. Le pouvoir de la répétition subtile est immense. Il ne s'agit pas de forcer quelqu'un à croire immédiatement à une idée, mais de créer un environnement dans lequel cette idée devient inévitable. Lorsque tu crois être arrivé à une conclusion par toi-même, c'est là que la manipulation atteint sa forme la plus raffinée. Si quelqu'un te dit directement ce que tu dois penser, tu risques de résister. Mais si l'on t'expose lentement à une idée, de manière répétée, déguisée en information, en conversation ou en divertissement, alors ton esprit l'intègre sans résistance. Et quand le moment viendra où tu la défendras comme sienne, tu ne te souviendras même pas de son origine. Les grands stratèges du monde entier savent que la clé pour manipuler les masses n'est pas l'imposition, mais l'exposition continue. Il n'est pas nécessaire de convaincre quelqu'un en un seul jour. Il suffit qu'il baigne assez longtemps dans l'idée. Si un message se répète depuis différentes sources, sous divers angles, à travers des formats variés, il devient une vérité indiscutable dans l'esprit collectif. C'est ce que font les vendeurs. Ils ne t'obligent pas à acheter un produit, ils le placent devant toi encore et encore, à la télévision, sur les réseaux sociaux, dans les conversations autour de toi. Et lorsque tu finis par l'acheter, tu crois que c'était une décision spontanée. C'est ce que font les stratèges politiques. Ils ne cherchent pas à faire penser les gens de façon logique. Ils construisent une narration répétitive qui résonne avec les émotions du peuple. Si un mensonge est dit avec assez d'assurance et de fréquence, il devient une vérité pour ceux qui l'écoutent. C'est ce que font aussi les gens dans leurs relations. Un manipulateur ne demande jamais directement ce qu'il veut, il fait en sorte que tu arrives à cette conclusion par toi-même. Il sème de petits doutes, de petites certitudes. Il ne te force pas à changer ton comportement, il t'expose simplement à l'idée autant de fois que nécessaire, jusqu'à ce que tu aies l'impression qu'elle est venue de toi. Comprendre ce principe, c'est commencer à voir comment il opère dans chaque domaine de ta vie. Chaque fois que tu défends une idée avec conviction, arrête-toi un instant et demande-toi « Quand ai-je entendu cela pour la première fois ? Comment suis-je arrivé à cette conclusion ? Est-elle vraiment mienne ou a-t-elle été implantée sans que je m'en aperçoive ? » Si ton esprit a été façonné par des forces extérieures, sans ton consentement, alors la question la plus importante à te poser est « Quelles pensées sont réellement les miennes ?» Maintenant que tu connais le mécanisme, tu as deux options. Tu peux l'ignorer, continuer à vivre comme avant, en laissant ton environnement programmer ton esprit sans que tu t'en rendes compte. C'est la voie du moindre effort. Elle conserve la paix extérieure, mais te prive du pouvoir intérieur. Ou bien, tu peux commencer à prendre le contrôle de ce que tu laisses entrer dans ta tête, filtrer l'information, analyser ce que tu consommes, être pleinement conscient de la manière dont ta perception est modelée, instant après instant. Les deux chemins ont leurs conséquences. Ignorer t'épargne le désordre intérieur, mais te maintient dans un scénario écrit par d'autres. Choisir la conscience peut être inconfortable, parfois solitaire, mais c'est le premier pas vers la liberté authentique. Si tu choisis cette seconde voie, ce livre sera ton outil, car à partir de maintenant, tu ne te contenteras pas de détecter la manipulation chez les autres. Tu apprendras à t'en servir pour influencer ta propre réalité. Bienvenue dans le prochain niveau du jeu. Chapitre 3. Le pouvoir de l'émotion dans la manipulation. Un homme d'affaires est en soirée lorsqu'il reçoit un appel en pleine nuit. À l'autre bout du fil, un soi-disant policier l'informe qu'on a repéré des mouvements suspects chez lui. Il lui dit que ce pourrait être des cambrioleurs, que sa famille est peut-être en danger. Sans réfléchir, l'homme bondit, attrape son manteau et file en voiture. Il conduit à toute vitesse. Son esprit ne raisonne plus, il ressent la peur. Ses mains tremblent sur le volant, son cœur bat à tout rompre. Lorsqu'il arrive, il aperçoit une silhouette dans son jardin.
Il ne pense pas, il agit. Il saisit une lampe torche et sort en courant. Il n'analyse rien, il n'évalue rien. Il réagit, il crie. Sa voix se brise dans l'air nocturne. La forme dans l'ombre s'enfuit, il la poursuit. Dans le chaos, il trébuche sur un bidon d'essence qu'il garde toujours dans le garage pour ses barbecues du week-end. L'essence se répand sans qu'il le remarque. Son esprit reste figé dans la panique. Il ne pense qu'à protéger sa maison, sa famille. Il laisse tomber sa lampe métallique sur le sol. Et en une seconde, tout s'embrase. Quelques minutes plus tard, les pompiers arrivent, mais c'est trop tard. Sa maison est en ruine. Ce n'est qu'alors, quand tout a été réduit en cendres, qu'on lui apprend qu'il n'y avait jamais eu de cambrioleur, que tout n'était qu'un malentendu, que la silhouette dans le jardin, c'était son propre chien, sorti en entendant la voiture et accouru à sa rencontre. Il regarde les cendres devant lui, il regarde sa famille, triste, résignée, sa maison détruite, sa vie réduite en fumée, et à cet instant, il comprend. La peur l'a fait agir, avant de penser. Cette histoire n'a rien d'exceptionnel. Sous des formes différentes, elle arrive à beaucoup. C'est ainsi que fonctionne l'être humain depuis toujours. Nous ne sommes pas des créatures rationnelles, même si cette idée nous rassure. L'émotion est le raccourci le plus rapide vers l'action, le mécanisme le plus ancien de la nature pour assurer la survie. La peur est la plus évidente, mais elle n'est pas la seule. Le désir, la colère, la culpabilité, l'espoir. Chacune de ces émotions peut être utilisée pour orienter le comportement sans que la personne ne s'arrête pour réfléchir. Tu l'as déjà vécu. Tu te souviens d'avoir pris une décision impulsive et, plus tard, t'être demandé pourquoi tu avais agi ainsi. Tu te rappelles cet achat que tu n'avais pas prévu, mais qui t'a semblé indispensable sur le moment? Tu t'es déjà mis en colère contre quelqu'un sans avoir vraiment analysé la situation? À chaque fois, c'était ton émotion qui avait pris le contrôle avant ta pensée. Les émotions façonnent notre perception du réel. Nous ne voyons pas le monde tel qu'il est, mais tel que nous le ressentons. Deux personnes peuvent assister au même événement et en tirer des conclusions totalement opposées, simplement parce que leurs émotions ont filtré l'information différemment. Lorsqu'une émotion devient suffisamment intense, elle étouffe la logique. L'esprit ne s'arrête plus pour évaluer si cela a du sens. Il réagit. Point. Voilà le secret que les manipulateurs utilisent depuis toujours. Ils ne cherchent pas à gagner un débat avec des arguments rationnels. Ils ne tentent pas de convaincre avec des données. Ils savent que la logique est fragile face à une émotion bien dirigée. S'ils parviennent à te faire ressentir une peur assez profonde, tu feras ce qu'ils attendent. S'ils éveillent en toi une indignation brûlante, tu rejoindras leur cause. S'ils provoquent un désir irrépressible, tu dépenseras ton argent sans réfléchir. Et le plus troublant, c'est que tu n'en as pas conscience. Tu crois agir de ton propre chef, que ta décision est logique, que personne ne t'a poussé à cela. Mais en vérité, on a joué avec tes émotions. On a orienté ton attention. On a dirigé ta réponse, sans que tu ne le perçoives. Les émotions ne font pas que déformer la réalité. Elles la créent. Peu importe à quel point une vérité est claire ou évidente, si quelqu'un parvient à déclencher une émotion assez forte en toi, cette émotion deviendra ton filtre, et tout ce que tu perçois passera à travers elle. Si tu t'es déjà disputé avec quelqu'un et que tu as eu l'impression que, peu importe les arguments, l'autre refusait tout simplement d'entendre, alors tu as été témoin de ce phénomène. Il ne s'agissait pas de logique, il s'agissait d'émotion. La vérité n'a plus d'importance quand l'esprit est dominé par un ressenti puissant. La peur transforme n'importe quelle ombre en menace, même si elle n'en est pas une. La colère transforme tout désaccord en attaque, sans tenir compte des intentions réelles. La culpabilité nous pousse à accepter des punitions que nous ne devrions jamais accepter. Le désir nous aveugle face aux avertissements les plus clairs. Quand une émotion devient suffisamment intense, tout le reste s'efface.
L'information n'a plus d'importance. Le cerveau rationnel se retire. Ce qui reste, c'est l'urgence d'agir, de réagir. Et dans cet état, toute idée ou pensée qui renforce cette émotion s'inscrit dans la mémoire comme une vérité absolue. Les politiciens le savent. Ils ne cherchent pas à convaincre avec des faits, mais avec des émotions. S'ils veulent que la population accepte une décision impopulaire, ils commencent par susciter une émotion forte qui la rende légitime. S'ils veulent plus de contrôle sur la société, ils craignent de la peur. S'ils veulent une réaction violente contre un adversaire, ils attisent la haine. S'ils ont besoin de détourner l'attention d'un problème réel, ils alimentent l'indignation autour d'un sujet moins important. Observe comment cela fonctionne sur les réseaux sociaux. Combien de fois as-tu vu une vidéo ou une publication conçue pour t'indigner? Combien de fois as-tu ressenti l'impulsion de partager quelque chose simplement parce que cela t'a fait ressentir de la peur, de la colère ou de l'espoir? Le contenu viral n'est pas le plus logique, c'est celui qui déclenche la réaction la plus intense. Et une fois que tu es pris dans cette émotion, tu deviens un rouage du mécanisme. Tu répètes le message, tu renforces la narration, sans jamais t'arrêter pour te demander si tu es en train d'être manipulé. La publicité fonctionne exactement de la même manière. Elle ne vend pas des produits, elle vend des émotions. Tu n'achètes pas un parfum parce que tu as besoin de sentir bon, tu l'achètes parce qu'on t'a vendu une image de désir, d'attraction, de confiance. Tu n'achètes pas une voiture pour ses fonctions, tu l'achètes parce qu'on t'a convaincu qu'elle représente le succès, le pouvoir, le prestige. Tu n'achètes pas des vêtements par nécessité, tu les achètes parce qu'on a implanté en toi l'idée que ton image définit ta valeur. Pense à une publicité récente que tu as vue. Était-ce un message purement technique sur le produit ou cherchait-il à te faire ressentir quelque chose? La plupart des publicités actuelles ne mentionnent même pas le produit avant la fin. Elles racontent une histoire. Elles te montrent des instants d'émotion, te font rire, te rendent nostalgique, te font rêver d'une vie meilleure. Parce qu'ils savent que, s'ils parviennent à te faire ressentir, ils parviendront à ce que tu te souviennes de la marque. Ce même mécanisme se retrouve dans les relations personnelles. Un manipulateur ne te donnera jamais une raison logique de faire ce qu'il veut. Il activera une émotion en toi. Il utilisera la culpabilité pour te faire sentir responsable de son bonheur. Il utilisera la tristesse pour que tu cèdes à ses demandes. Il utilisera la colère pour te pousser à réagir d'une manière qu'il pourra ensuite utiliser contre toi. Les émotions ne façonnent pas seulement notre perception, elles influencent aussi notre mémoire. Un événement émotionnellement intense s'ancre plus profondément dans l'esprit. Un manipulateur qui comprend cela peut faire en sorte que tu te souviennes de certaines choses et en oublies d'autres. Il peut associer des émotions à des moments clés pour renforcer une version du passé. Il peut modifier ta perception d'une situation simplement en changeant l'émotion qui y est attachée. Réfléchis. Combien de fois quelqu'un t'a-t-il rappelé quelque chose que tu avais fait, mais dont tu ne gardais pas exactement le même souvenir? Peut-être ne te semblait-ce pas si grave, mais la façon dont on t'en a parlé t'a fait te sentir coupable. Peut-être n'avais-tu pas trouvé cela important à l'époque, mais on t'a fait ressentir que ça l'était. L'émotion avec laquelle on se souvient d'un fait en définit la trace dans notre esprit. Quand l'émotion devient suffisamment forte, elle brouille la capacité d'analyse. Et celui qui parvient à orienter cette émotion dans la bonne direction peut obtenir ce qu'il veut sans que l'autre n'y voie une quelconque manipulation. Quand une émotion s'empare de l'esprit, la personne croit prendre une décision par elle-même. Elle ne sent pas qu'elle est influencée. Elle est convaincue de réagir face à une réalité indiscutable. Mais cette réalité a été soigneusement construite autour d'elle. Si quelqu'un veut te faire ressentir de la peur, il n'a pas besoin de te mettre en danger réel. Il suffit qu'il t'entoure de messages qui renforcent l'idée que tu es en danger. Une info par-ci, une anecdote par-là, un témoignage tragique. Petit à petit, la peur grandit en toi, jusqu'à paraître si réelle qu'elle n'a même plus besoin de preuves pour exister.
Si quelqu'un veut que tu ressentes de la colère, il n'a pas besoin de t'attaquer personnellement. Il lui suffit de te faire sentir qu'une menace plane sur ce que tu aimes. Il nourrit le sentiment d'injustice. Il te rappelle sans cesse les blessures qu'on t'aurait infligées. Il donne un visage à ton indignation. Et quand la colère a suffisamment grandi, tu agiras sans réfléchir, persuadé d'avoir raison. Si quelqu'un veut que tu ressentes du désir, il n'a pas besoin de te forcer. Il lui suffit de te faire imaginer ce que ce serait de posséder ce qu'il veut que tu veuilles. Il te montre des images de plaisir, de succès, de vie idéale. Et quand le désir a pris racine dans ton esprit, tu feras tout pour l'assouvir. En politique, la peur est l'arme la plus puissante. Ce n'est pas un hasard si chaque campagne électorale désigne un ennemi à craindre. Ce n'est pas une coïncidence si, régulièrement, les médias sonnent l'alerte face à une nouvelle crise imminente. La peur pousse les gens à accepter des mesures qu'ils refuseraient normalement, et surtout, elle les rend plus faciles à contrôler. Une société qui a peur est une société docile. Dans la publicité, l'arme principale est le désir. On ne vend pas un produit, on vend une émotion, un parfum qui te rendra irrésistible, un téléphone qui te fera te sentir important, une carte exclusive qui te fera croire que tu appartiens à une élite. Si l'émotion est assez forte, l'achat devient inévitable. Sur les réseaux sociaux, c'est la colère qui est la clé de la viralité. Un commentaire incendiaire, une publication provocante, une polémique bien calibrée, peu importe si c'est vrai ou faux. Ce qui compte, c'est la réaction. Et plus elle est violente, plus le contenu se propage. Les plateformes ont transformé la manipulation émotionnelle en science exacte. Elles savent quel type de nouvelle génère le plus de clics, quelle formulation attise l'indignation, quelles images déclenchent une réaction viscérale, et elles te montrent exactement ce qu'il faut pour que tu continues à réagir. C'est ici que le lecteur doit s'arrêter et se poser la vraie question. Combien de mes émotions ont été dirigées sans que je m'en rende compte? Pense à la dernière fois où tu as ressenti une émotion intense. Était-elle authentique ou induite? Venait-elle d'une expérience vécue ou d'un écran? As-tu agi en réponse à des faits ou à la manière dont on te les a fait ressentir? Si les émotions dirigent ta perception, si elles peuvent t'amener à agir sans réfléchir, alors la question la plus urgente est celle-ci. Quelle part de ta vie a été dessinée par les sentiments des autres? Jusqu'ici, tu as compris que ton esprit est programmable, que les pensées peuvent être implantées sans que tu t'en aperçoives. À présent, tu sais que les émotions sont le canal le plus puissant pour que cela se produise. Et si ce sont elles qui ont guidé tes pensées jusqu'ici, alors combien de ce que tu crois être toi t'appartient vraiment? Dès maintenant, chaque fois que tu ressens une émotion forte, questionne-la. Demande-toi, d'où vient-elle? Qui gagne à ce que je la ressente? Vers quelle conclusion me pousse-t-elle? Parce que si tu ne prends pas le contrôle de tes émotions, quelqu'un d'autre le fera pour toi. Voilà le vrai jeu de la manipulation. Et désormais, tu ne peux plus faire semblant de ne pas le voir. Chapitre 4. Comment utiliser la manipulation à ton avantage? La plupart des gens considèrent la manipulation comme quelque chose de négatif, un acte de contrôle destiné à exploiter autrui. Pourtant, ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que la manipulation, en soi, n'est ni bonne ni mauvaise. C'est un outil, une compétence, une manière d'interagir avec le monde qui, bien utilisé, peut créer des opportunités, renforcer les liens, atteindre des objectifs sans générer de conflits. Ceux qui ne la maîtrisent pas finissent contrôlés par ceux qui la comprennent. L'enjeu n'est pas de la rejeter, mais d'apprendre à l'utiliser avec intelligence et éthique. Réfléchis un instant. Dans chaque conversation, chaque négociation, chaque décision que tu prends, il y a des forces invisibles qui modèlent ta perception. Il ne s'agit pas simplement d'éviter de tomber dans des pièges. Il s'agit d'apprendre à manier ces mêmes stratégies pour influencer ton environnement, sans sombrer dans la tromperie ou la manipulation toxique.
Il y a un moment dans la vie de toute personne où elle comprend qu'il ne suffit pas d'avoir raison pour convaincre. Cela peut arriver lors d'un débat avec un ami, d'un entretien d'embauche, d'une réunion importante. Dire la vérité ne garantit rien. Ce qui compte, c'est la manière dont les autres perçoivent ce que tu dis. Si tu sais comment présenter une idée, si tu sais toucher la bonne émotion, si tu réussis à faire croire à l'autre que la décision vient de lui, alors tu as compris ce que beaucoup ignorent encore, la persuasion est le véritable pouvoir. Dans le football, il existe une stratégie perfectionnée par les meilleurs entraîneurs du monde. Pep Guardiola l'a formulée avec justesse. Le but parfait n'est pas le fruit d'un exploit individuel, mais celui d'un mouvement collectif où chaque joueur a contribué. La clé n'est pas de frapper fort d'entrée, mais de faire circuler le ballon, de fatiguer l'adversaire, de le pousser à réagir, jusqu'à ce qu'une brèche s'ouvre, et là, frapper. Voilà ce qu'est la manipulation à l'état pur. Pas besoin de dominer par la force. Il suffit de contrôler le rythme des événements jusqu'à rendre l'issue inévitable. Ce même principe s'applique dans les affaires, en politique, dans la vie relationnelle. Ce n'est pas celui qui crie le plus fort qui gagne. C'est celui qui guide subtilement la conversation, qui déplace les pièces sans être vu, qui fait en sorte que l'autre arrive de lui-même à la conclusion souhaitée, sans même réaliser qu'il a été influencé. Quand tu comprends comment fonctionne la manipulation, tu peux commencer à l'utiliser à ton avantage, pas pour tromper, ni pour exploiter, mais pour que tes idées soient entendues, pour influencer la manière dont on te perçoit, pour qu'au lieu d'imposer un chemin, ce soit le chemin qui s'ouvre devant toi. Tout est une question de stratégie. Le monde ne fonctionne pas sur la base de la vérité, mais sur la base de la perception. Tu peux avoir les meilleures idées, les meilleurs projets, les arguments les plus solides, s'ils ne sont pas présentés de la bonne manière, s'ils ne touchent pas leur cible, alors ils sont inutiles. Bien utilisée, la manipulation n'est pas un mensonge. C'est de l'intelligence relationnelle. Il ne s'agit pas de dire ce qui est vrai ou faux. Il s'agit de savoir comment le dire pour que ce soit reçu et accepté. Le pouvoir ne réside pas dans le fait d'avoir raison. Il réside dans ta capacité à faire en sorte que l'autre croie qu'il est arrivé par lui-même à la conclusion que tu souhaitais. C'est cela qui distingue un véritable stratège d'un simple débatteur. Imagine une négociation. Si tu demandes directement ce que tu veux, il est probable que l'autre résiste. Mais si tu crées le bon contexte, si tu poses la situation de manière à ce que la décision paraisse venir de l'autre, alors tu obtiens ce que tu veux, sans conflit. La différence entre ceux qui obtiennent ce qu'ils veulent et ceux qui cèdent toujours se joue dans l'art de la conversation. Ce principe est valable partout. Dans les relations personnelles, de nombreuses disputes ne se résolvent pas par de meilleurs arguments, mais par la capacité à faire en sorte que l'autre se sente entendu avant de chercher à le convaincre. Dans les affaires, les meilleurs vendeurs ne poussent pas à l'achat. Ils donnent envie. Ils créent l'impression que le produit est une solution évidente que la personne veut obtenir. Repense à la dernière fois où quelqu'un t'a convaincu de faire quelque chose. L'a-t-il fait en te mettant la pression? Ou l'a-t-il fait d'une manière telle que tu as cru que c'était ta décision? La vraie persuasion ne se vit pas comme une contrainte, mais comme une évidence intérieure. Une histoire illustre bien ce principe. Un père voulait que son fils cesse de passer autant de temps sur les jeux vidéo et commence à lire. Au début, il a essayé la méthode directe. Il lui a dit que la lecture était importante, que les jeux faisaient perdre du temps, qu'il devait changer. Mais son fils l'a ignoré. Plus il insistait, plus la résistance grandissait. Alors il a changé de stratégie. Un jour, il a simplement laissé un livre ouvert sur la table, un roman lié au thème que son fils aimait. Il n'a rien dit, il l'a juste laissé là. Les jours ont passé. Par curiosité, le garçon a commencé à le lire. Et lorsqu'il l'a terminé, il a demandé s'il y en avait d'autres. En peu de temps, il lisait par envie, pas parce qu'on l'avait contraint, pas parce qu'on l'avait sermonné, mais parce qu'on avait créé l'occasion. Voilà la véritable influence.
Ne pas forcer, ne pas presser, créer le cadre et laisser l'autre croire que le choix vient de lui. C'est cela, le véritable art d'influencer les autres. Ce n'est ni forcer, ni faire pression. C'est créer les conditions idéales pour que l'autre arrive, de lui-même, à la décision que toi tu souhaites. Les stratégies de manipulation les plus efficaces ne sont ni agressives ni évidentes. Elles sont subtiles, indirectes. Elles consistent à orienter le cours d'une conversation, à semer des attentes, à faire en sorte que l'autre ait la sensation profonde de prendre la bonne décision, par lui-même. Si tu comprends cela, tu peux commencer à utiliser la manipulation à ton avantage dans tous les domaines de ta vie. Il ne s'agit pas de contrôler les autres, mais de t'assurer que tes idées soient entendues et accueillies. Il ne s'agit pas de mentir, mais de savoir comment présenter la vérité de la manière la plus efficace. Comprendre la manipulation, c'est cesser d'être un simple spectateur, c'est devenir un stratège. Cela ne signifie pas forcer les gens à agir contre leur volonté. Cela signifie influencer leur perception pour conclure des accords, améliorer des relations et évoluer dans un environnement où les idées ne comptent pas seulement, elles sont adoptées. La plus grande erreur que commettent la plupart des gens, c'est de croire que la communication repose sur les mots. En réalité, elle repose sur l'émotion. Si tu parviens à faire ressentir ce que tu veux transmettre, alors tu as déjà gagné. Il ne s'agit pas d'imposer des faits, mais de faire en sorte qu'ils soient interprétés à travers une émotion favorable. Pense aux réseaux sociaux. Les contenus les plus viraux ne sont ni les plus informatifs, ni les plus profonds. Ce sont ceux qui déclenchent une émotion immédiate. L'indignation, le rire, la peur, la surprise, tout est pensé pour provoquer une réaction avant même que l'utilisateur ait le temps de réfléchir. Si un message touche la bonne fibre émotionnelle, il se diffuse sans résistance. La différence entre ceux dont les idées circulent et ceux qui se sentent invisibles réside dans la manière dont ils utilisent l'émotion dans leur communication. Si tu t'exprimes avec une logique pure, tu risques d'être repoussé. Mais si tu parviens à faire ressentir ce que tu dis, les barrières tombent. Observe les grands communicants. Ils n'expliquent pas un concept frontalement. Ils l'enrobent d'une histoire. Ils l'ornent d'images mentales. Ils le présentent de manière à ce que les gens expérimentent l'idée avant même de l'avoir analysée. C'est ainsi que naît la véritable influence. Si tu veux te protéger de la manipulation extérieure, commence par observer l'effet que les messages ont sur toi. Chaque fois qu'une émotion forte t'envahit, après avoir lu une information, vu une vidéo ou entendu une opinion, arrête-toi. Demande-toi, pourquoi je ressens cela? Ce message a-t-il été conçu pour provoquer cette réaction? Quand tu commences à questionner la source de tes émotions, tu reprends le contrôle de ton esprit. Si tu veux utiliser la manipulation pour améliorer ta vie, apprends à présenter tes idées d'une façon que les autres aient envie de les écouter. Ne cherche pas à imposer ton point de vue. Crée un climat dans lequel l'autre se sente libre d'adhérer. Ne demande pas directement une faveur. Crée un contexte où l'aide paraît être un choix personnel. Ne tente pas de convaincre avec une logique froide. Fais ressentir une émotion qui guidera doucement dans la bonne direction. La clé de tout cela, c'est la perception. Ce n'est pas ce que tu dis, c'est comment tu le dis. Ce n'est pas ce que tu proposes, c'est comment tu le présentes. Ce n'est pas ce que tu veux que l'autre fasse, c'est comment il se sent face à ce que tu demandes. Maintenant que tu le sais, tu es à un point d'inflexion. Tu peux continuer à vivre en ignorant ces mécanismes, ou tu peux commencer à les utiliser consciemment. Tu peux laisser le monde t'influencer à ton insu, ou tu peux devenir quelqu'un qui comprend la dynamique et la met à son service. À partir d'aujourd'hui, chaque fois que tu sens que quelqu'un essaye de te convaincre, interroge. Chaque fois qu'une idée te paraît trop séduisante, demande-toi quelle émotion la soutient. Et lorsque tu veux influencer quelqu'un, ne pousse pas avec des arguments. Demande-toi simplement quelle émotion tu dois éveiller pour que l'acceptation se produise naturellement.
Chapitre 5. La manipulation dans le monde moderne et comment y survivre. Le monde d'aujourd'hui ne se gouverne plus par la force, mais par la perception. En une seule journée, une idée peut devenir vérité, un mensonge être accepté comme un fait, et une personne passer de héros à ennemi public, sans que rien de concret n'ait changé. Nous vivons à l'ère de la manipulation invisible, où les fils qui contrôlent l'opinion publique et le comportement humain n'ont plus besoin de violence ni d'imposition. Le véritable pouvoir réside désormais dans ce qui est répété, amplifié, présenté comme évident, avant même que quelqu'un ait le temps de le remettre en question. Jamais dans l'histoire l'humanité n'avait été exposée à autant de stimuli conçus spécifiquement pour influencer ce qu'elle pense, ressent et comment elle réagit. Les réseaux sociaux ont créé une société où l'information ne se cherche plus. Elle te trouve, te poursuit, s'infiltre dans ton esprit sans que tu t'en aperçoives. Tu n'as plus besoin de chercher des réponses. L'algorithme a déjà décidé ce que tu vas voir, ce que tu vas croire et ce qui va te faire réagir. Ouvre n'importe quelle plateforme numérique et tu verras que rien n'y est aléatoire. Chaque image, chaque vidéo, chaque nouvelle a été choisie pour provoquer en toi une réponse émotionnelle. Si un sujet devient viral, ce n'est pas parce que le monde entier a soudainement décidé d'en parler, mais parce qu'un petit groupe de personnes ou une machine programmée l'a inséré stratégiquement dans la conversation. L'indignation se fabrique, les tendances se construisent, les récits se façonnent pour que tu te sentes engagé dans un combat dont tu ignores même l'origine. La manipulation n'est plus un acte volontaire d'un individu sur un autre. C'est un système automatisé qui n'a pas besoin de te dire quoi penser, car il crée un environnement où tu arrives toi-même à la conclusion qui l'attend. Tu crois prendre des décisions, mais en réalité, tu suis le scénario qu'on t'a préparé. Il n'y a ni violence ni oppression. Il n'y a que des données, des algorithmes et des schémas qui transforment ton esprit en reflet de ce que d'autres veulent que tu sois. Tes émotions ne t'appartiennent plus. Ce sont des réponses conditionnées à des stimuli programmés pour te faire réagir d'une certaine manière. Si un message parvient à te faire ressentir de la peur, tu agiras avec prudence. S'il te pousse à l'indignation, tu réagiras instantanément. S'il te fait sentir validé, tu renforceras ta croyance. Et dans aucun de ces cas, tu ne te seras demandé si cette émotion venait réellement de toi ou si elle t'a été induite. Ce qui nécessitait autrefois des années peut aujourd'hui être accompli en quelques minutes. Une personnalité publique peut être détruite en une nuit par un scandale fabriqué. Une entreprise peut perdre des millions à cause d'une narration négative orchestrée. Un pays entier peut être poussé à la guerre sur la base d'une menace qui n'a peut-être jamais existé. Les grands empires du passé avaient besoin d'armées, d'armes, de ressources. Les empires modernes, eux, n'ont besoin que d'une chose, contrôler le récit. La manipulation du monde moderne est si subtile que même ceux qui pensent être bien informés sont souvent ses premières victimes. L'idée d'avoir une opinion propre et rationnelle est devenue un mythe. En réalité, la plupart des opinions ne naissent pas d'un raisonnement critique, mais d'une exposition constante à un même message, décliné sous plusieurs formes. La clé, c'est la répétition. Il n'est pas nécessaire qu'une chose soit vraie. Il suffit qu'elle soit répétée suffisamment pour paraître indiscutable. Le système n'a plus besoin de te convaincre directement. Il lui suffit de créer un environnement où le faux devient logique, où l'irréel semble naturel, où la vérité se confond avec la perception, jusqu'à ce que l'un ne puisse plus être distingué de l'autre. Cela s'opère par plusieurs mécanismes qui agissent simultanément sans que tu ne les remarques. Le premier est la personnalisation du contenu. Chaque individu vit dans un univers numérique conçu pour renforcer ses croyances. Si tu crois à quelque chose, l'algorithme te montrera davantage de contenu qui conforte ta position tout en bloquant toute vision contraire. Tu n'as même plus besoin de chercher la confirmation. Elle vient à toi, sans effort. Très vite,
Tu as l'impression que tout le monde pense comme toi, que ta réalité est la seule valable. C'est une manipulation parfaite, car tu n'as pas l'impression d'être manipulé. Tu crois simplement avoir découvert la vérité. Le deuxième mécanisme est la fragmentation de l'information. À l'ère numérique, la vitesse a remplacé la profondeur. Les gens ne lisent mais ne plus, ils survolent, ils n'analysent de plus, ils réagissent. Les réseaux ont dessiné un monde où l'information se consomme en quelques secondes, sans contexte, sans nuance. La complexité a été réduite à des phrases courtes, des images frappantes, des titres conçus pour provoquer une réaction immédiate. Tu n'as pas besoin de connaître les détails d'un sujet pour avoir une opinion. Il suffit de lire un commentaire viral, de voir un extrait monter ou de réagir à un tweet qui confirme ce que tu pensais déjà. Le troisième mécanisme est la manipulation du langage. Ce n'est pas seulement ce qui est dit qui compte, mais comment c'est dit. Des mots soigneusement choisis peuvent modifier la perception d'un événement sans changer les faits. Une manifestation peut être vue comme un acte de courage ou comme une émeute violente, selon la narration qui l'encadre. Un scandale peut être atténué par un euphémisme ou amplifié par une expression chargée d'émotion. Il n'est pas nécessaire de changer la réalité. Il suffit de changer la manière dont on en parle. Le quatrième mécanisme est la création d'ennemis. Rien n'unit davantage un groupe que l'existence d'un adversaire commun. Si tu parviens à faire croire à une population qu'un autre groupe est responsable de ses souffrances, tu auras atteint la manipulation parfaite. Les campagnes politiques, les stratégies médiatiques, les mouvements de masse exploitent sans cesse ce levier. Quand les gens sont occupés à détester un ennemi, ils ne remettent plus en question ce qui se passe vraiment. L'indignation collective est une arme puissante, car elle transforme la pensée rationnelle en menace et renforce le dogme du groupe au détriment de l'analyse individuelle. Ces quatre mécanismes agissent ensemble, sans relâche, créant une société où la plupart ne se rendent même pas compte qu'ils évoluent dans une bulle de perception fabriquée. Ils croient faire leur propre choix, alors qu'ils suivent le chemin qu'on a tracé pour eux. Le plus grand danger de la manipulation moderne, c'est qu'elle a réussi à faire croire aux gens qu'ils sont libres, alors qu'ils évoluent à l'intérieur d'un système de contrôle sans mur. La manipulation d'autrefois avait besoin de restrictions visibles, de censure directe, de coercition explicite. Celle d'aujourd'hui n'a besoin de rien de tout cela. Il suffit de modeler la conversation et de filtrer l'information disponible pour que la majorité prenne exactement les décisions que le système attend. Pour survivre dans un monde conçu pour te manipuler, la première étape est d'accepter que tu as déjà été manipulé. Il n'y a pas d'échappatoire total, seulement de la conscience. Il ne s'agit pas de vivre dans la paranoïa, mais d'apprendre à voir le jeu, tout en y jouant. Ceux qui croient être en dehors du système sont souvent les plus piégés. Le véritable pouvoir ne réside pas dans le refus de la manipulation, mais dans la capacité à la détecter et à choisir si tu veux jouer selon ses règles ou les briser. Le plus grand bouclier contre la manipulation, c'est la pensée critique. Remettre en question ne signifie pas rejeter tout en bloc, mais apprendre à poser les bonnes questions. Chaque fois qu'une information te provoque une réaction émotionnelle immédiate, arrête-toi. Demande-toi, pourquoi cela me fait-il ressentir cela? Qui a intérêt à ce que je réagisse ainsi? Combien de fois ai-je vu ce même message sous des formes différentes? Si l'information que tu consommes ne fait que renforcer tes croyances sans jamais les remettre en question, alors tu ne penses pas, tu répètes. Les réseaux sociaux sont conçus pour exploiter ta réaction émotionnelle chaque fois que tu t'indignes, chaque fois que tu ressens l'urgence de partager un contenu, chaque fois qu'une publication te déclenche une réponse viscérale, il y a un système derrière, soigneusement élaboré pour cela. La meilleure façon de ne pas être manipulé par ces stimuli, c'est de ralentir ta réaction. Ne partage pas sans réfléchir. Ne prends pas position sans comprendre le contexte. Ne te laisse pas emporter par la narration immédiate. Un autre mécanisme de défense, c'est le contrôle de l'information que tu laisses entrer dans ta vie.
Si tout ce que tu lis, vois ou écoutes provient des mêmes sources, alors tu n'es pas en train de t'informer, tu es en train d'être conditionné. Ne laisse pas les algorithmes choisir à ta place. Recherche volontairement des points de vue contraires aux tiens, non pas pour changer d'opinion, mais pour t'assurer que tu as vraiment exploré toutes les perspectives avant de croire. La manipulation ne se trouve pas seulement dans ce qui est dit, mais aussi dans ce qui ne l'est pas, ce qui n'apparaît pas dans les gros titres, ce qui ne devient jamais tendance, ce qui est systématiquement ignoré, est souvent aussi important que ce qui est mis en avant. Apprends à détecter les silences. Si tout le monde parle d'un sujet, demande-toi quel autre sujet a été écarté de la conversation. Mais au-delà de l'information extérieure, la forme de manipulation la plus dangereuse, c'est celle qui se produit à l'intérieur de toi. Si tu ne comprends pas comment tes émotions influencent tes décisions, alors tu n'as pas vraiment le contrôle de ta vie. Si tu veux être immunisé contre la manipulation moderne, tu dois apprendre à reconnaître tes propres biais. Demande-toi, pourquoi est-ce que je pense ce que je pense? Quelles expériences ont façonné mes croyances? Quelles idées ai-je acceptées sans jamais les interroger? La meilleure manière de te libérer de la manipulation, ce n'est pas de t'isoler du monde, c'est d'entraîner ton esprit pour qu'il ne soit plus une cible facile. Au lieu d'éviter la manipulation, apprends à la voir en temps réel. Au lieu de réagir immédiatement, apprends à observer. Au lieu d'absorber l'information passivement, choisis activement ce que tu laisses entrer en toi. Le monde moderne n'est pas conçu pour que tu penses par toi-même. Il est conçu pour que tu réagisses, pour que tu consommes, pour que tu participes à des récits que tu n'as pas choisis. Si tu veux reprendre le contrôle, tu dois devenir plus intelligent que le système. À partir d'aujourd'hui, chaque fois que tu vois une information virale, chaque fois que tu ressens une émotion immédiate, chaque fois que tu as l'impression d'être amené à une conclusion sans y avoir vraiment réfléchi, arrête-toi, observe, remets en question, car la seule manière de ne pas être manipulé, c'est de devenir le maître de ton propre esprit. Si tu ne décides pas pour toi-même, quelqu'un d'autre le fera à ta place. Chapitre final. Pourquoi cours-tu? Un homme monte dans un taxi, pressé. Il donne une adresse, puis plonge aussitôt dans son téléphone. Il ne regarde pas où ils vont, ne prête pas attention au chemin. Il fait confiance au chauffeur pour le conduire là où il a demandé. Le temps passe. Puis, soudain, il lève les yeux. Il ne reconnaît rien. « Où allons-nous » demande-t-il inquiet. Le chauffeur sourit et répond. « Vous m'avez donné une destination, mais vous ne m'avez jamais dit comment vous vouliez y aller. » L'homme panique. Le trajet emprunté est long, déroutant, semble absurde. Et là, il comprend quelque chose. Cela fait des années qu'il vit ainsi, qu'il monte dans des taxis sans jamais regarder la route, qu'il laisse la vie le mener sans jamais se demander s'il souhaite vraiment cette destination et surtout, comment il voudrait l'atteindre. Combien de fois avons-nous fait la même chose? Nous naissons et avant même d'en prendre conscience, nous sommes déjà en train de courir, une course que nous n'avons pas choisie, mais dans laquelle nous avançons avec frénésie. Nous voulons arriver quelque part, sans même nous demander si cet endroit est vraiment ce que nous désirons. Nous grandissons avec des idées que nous n'avons jamais remises en question, avec des désirs implantés, avec des peurs que nous n'avons jamais explorées. On nous a appris que la vie est une ligne droite, qu'il faut avancer, qu'il faut suivre les règles du jeu, sans jamais se demander qui a conçu ce jeu. On nous a manipulés pour croire que la vie est une suite d'objectifs à atteindre, pour réussir, pour être accepté, pour ne pas rester en arrière. On nous a vendu l'idée qu'il n'existe qu'une seule façon correcte de vivre, et nous passons ainsi des années à courir dans des directions que d'autres ont choisies pour nous. Mais, t'es-tu déjà arrêté pour te demander si le chemin que tu suis est vraiment le tien? Si les objectifs que tu poursuis sont véritablement les tiens, ou s'ils ne sont que le reflet de ce que le monde a mis dans ton esprit? Combien de décisions as-tu prises en pensant qu'elles venaient de toi, alors que tu ne faisais que répondre aux attentes des autres? La véritable manipulation,
Ce n'est pas celle des médias, des gouvernements ou de la publicité. La manipulation la plus profonde, c'est celle qui te fait croire que la vie que tu mènes est la seule option que tu as. On nous a appris que le succès, c'est l'argent, la reconnaissance, la stabilité. Mais qui a défini ces règles? Qui a décidé que le sens de la vie, c'est d'accumuler, de monter les échelons, de rentrer dans les cases? Que se passe-t-il si tu ne veux pas jouer à ce jeu? Le problème n'est pas que la société te manipule. Le problème, c'est qu'elle l'a si bien fait que tu ne t'en rends même plus compte. Tu as été programmé pour vouloir ce que tu veux. Combien de choses as-tu faites dans ta vie sans jamais savoir pourquoi? Combien de désirs as-tu qui ne t'appartiennent pas vraiment, mais qu'on a implantés en toi sans que tu le remarques? Combien de décisions as-tu prises en croyant être libre, alors que tu obéissais à un programme installé avant même que tu sois conscient de toi-même? Regarde bien. Le monde entier est conçu pour que tu ne te poses jamais ces questions, pour que tu sois distrait par ce qui semble important, mais ne l'est pas du tout. On te dit d'étudier, de trouver un bon travail, de fonder une famille, de rechercher la stabilité, d'acheter une maison, de voyager, d'accumuler des expériences, de réussir. Mais, que signifie réussir? Qui a défini ce mot pour toi? Qui a décidé que c'est cela que tu devais désirer? La réponse est simple. Le système, la société, la famille, la culture, la religion, l'économie, les réseaux sociaux. Tout a été conçu pour te maintenir en mouvement, pour que tu ressentes en permanence un manque, pour que tu penses que tu dois encore mériter quelque chose, que tu n'es jamais assez. Le jeu est truqué pour que tu te sentes toujours vide. Le sexe est l'un des mécanismes de manipulation les plus puissants. On t'a fait croire que le sexe est un objectif, que le plaisir est une fin, que la validation par le corps est une partie de ton identité. L'industrie du désir a transformé le sexe en marchandise, en produit de consommation, en outil de contrôle. Ce n'est pas un hasard si les marques utilisent des corps parfaits pour vendre n'importe quoi, si le contenu le plus viral est souvent chargé de sexualité, si la promiscuité et la répression sont utilisées comme étiquettes pour classer les gens. Le sexe devrait être une expression de liberté. On l'a transformé en prison. Certains vivent obsédés par l'idée d'y accéder. D'autres vivent dans la peur de le désirer. D'autres encore l'utilisent comme arme de pouvoir. Et pendant que tout le monde débat, personne ne voit que le désir humain a été converti en une machine à consommer et à contrôler. La religion est un autre programme de manipulation gigantesque. Peu importe en quoi tu crois, en quel Dieu tu te confies, quel dogme tu suis. La structure est toujours la même. La peur du châtiment, la promesse de récompense, l'obéissance aveugle à un système de croyances rarement interrogé. Depuis que l'humanité existe, la foi a été utilisée comme outil de contrôle. Pas besoin de chaîne si tu arrives à convaincre quelqu'un que c'est son devoir de rester dans les limites que tu lui as imposées. Combien de fois as-tu cru que quelque chose était un péché, que c'était mal, que tu allais brûler en enfer sans même savoir pourquoi? Combien de fois as-tu suivi des règles que tu ne comprenais pas simplement parce qu'on t'a dit que c'était comme ça? Peu importe que tu crois en un Dieu ou non, ce qui a été implanté dans ton esprit, c'est la même structure. Suis le chemin, ne t'en écarte pas, obéis sans poser de questions. Et si ce n'est pas la religion, c'est le besoin de reconnaissance. On nous a programmés pour vivre à travers l'approbation des autres. Nous voulons être validés, reconnus, vus. C'est pourquoi nous sommes obsédés par les j'aime, les abonnés, les réactions. Les réseaux sociaux ont perfectionné la manipulation de l'ego. Ils te font croire que tu as du pouvoir, alors qu'en réalité, ils ne font que t'enfermer dans le troupeau. Les modes sont un autre programme de contrôle. Aujourd'hui, on te dit de t'habiller d'une certaine façon, demain, on te dit le contraire. Aujourd'hui, on te dicte une manière de penser, demain, le discours change. Et le plus surprenant, c'est que les gens ne s'en rendent même pas compte. Ils croient choisir, avoir leur propre identité, alors qu'en réalité,
Ils ne font que suivre le chemin qu'on leur a placé devant eux. Le troupeau change de direction, et tu changes avec lui sans même le questionner. Réfléchis au nombre de tendances que tu as suivies sans t'en rendre compte. Combien de choses as-tu faites parce que c'était normal, parce que tout le monde le faisait, parce que c'est ce qu'on attendait? Combien de toi est vraiment toi? Et combien n'est qu'un reflet de ce que le monde t'a imposé? Le vrai problème, ce n'est pas que le monde nous manipule. Le problème, c'est qu'il l'a fait si bien que nous croyons être libres, alors qu'en réalité, nous suivons un scénario qui ne vient pas de nous. Imagine qu'un jour tu te réveilles et que tu réalises que tout ce que tu as poursuivi, tout ce que tu as cru, tout ce que tu as fait, n'a jamais été ton véritable choix. Que chaque décision prise n'a été qu'une réponse programmée par le système. Que le chemin que tu suis n'est pas le tien, mais qu'il t'a été imposé petit à petit, à coups d'histoire, de peur, de promesses de bonheur qui ne viennent jamais. La société t'a appris à courir sans jamais te demander vers où. Dès l'enfance, on t'a dit ce que tu devais vouloir, faire, éviter. On t'a vendu une idée du succès et une idée de l'échec, et tu ne t'es jamais demandé si ces définitions étaient vraiment les tiennes. Regarde ta vie maintenant. Demande-toi, combien de choses ai-je faites simplement parce que c'est comme ça que ça se fait? Peut-être as-tu étudié une filière qui ne te passionne pas, mais c'était la bonne chose à faire. Peut-être fais-tu partie d'une religion en laquelle tu ne crois même pas, mais c'est celle que suit ta famille. Peut-être es-tu dans une relation qui ne te rend pas heureux, mais tu y as déjà investi trop de temps pour en sortir. Peut-être travailles-tu dans un emploi que tu détestes, mais c'est ce qui paie les factures. Et si tu t'arrêtais, et si tu cessais de courir? C'est la plus grande peur du système, que tu réalises que tu n'as pas à jouer à ce jeu, que tu n'as pas besoin de courir après la validation, l'acceptation, la reconnaissance, que tu peux te réveiller et décider que c'est toi qui écris les règles de ta vie. Le sens de la vie ne réside pas dans l'accumulation de biens, ni dans le fait d'être le plus admiré, ni dans l'accomplissement de ce que les autres attendent de toi. Le sens de la vie, c'est de ne pas avoir peur quand tu t'endors et de ne pas te réveiller le matin avec l'angoisse au ventre. Quand tu comprends cela, tu deviens intouchable. Tu ne peux plus être manipulé par la peur, car tu n'as plus besoin de la sécurité qu'on te promet. Tu ne peux plus être manipulé par le désir, car tu n'as plus besoin de combler un vide avec des choses extérieures. Tu ne peux plus être manipulé par la culpabilité, car tu ne suis plus les règles imposées par les autres, seulement celles que tu as choisies toi-même. Être libre, ce n'est pas faire ce que tu veux. C'est ne plus être esclave de rien, ni de personne, ni même de tes propres pensées. Et maintenant, si tu es arrivé jusqu'ici, c'est que tu as vu la manipulation sous tous ses angles. Tu as compris comment une pensée peut être implantée dans ton esprit, comment les émotions peuvent être utilisées pour te faire réagir, comment les structures sociales ont été conçues pour te faire courir sans jamais questionner. Mais la seule question qui compte vraiment, c'est qu'est-ce que tu vas faire de cette information? Savoir ne suffit pas. Se réveiller à la manipulation ne te rend pas libre. Beaucoup comprennent comment fonctionne le jeu, et pourtant restent piégés. Ils vivent avec du ressentiment parce qu'ils voient le piège, mais ne savent pas comment en sortir. Ils se croient éveillés, mais continuent de réagir comme le système l'attend. Ils cherchent toujours la validation. Ils restent attachés à la peur. Ils poursuivent encore des choses dont ils n'ont pas besoin. S'éveiller, ce n'est pas voir la manipulation, c'est la lâcher. C'est décider de ne plus jouer selon les règles imposées. C'est arrêter de courir derrière ce qui ne t'appartient pas. C'est arrêter net, au milieu de la course, et te demander pour la première fois « Qu'est-ce que je veux vraiment ?» Pas ce qu'on t'a dit de vouloir, pas ce que la société applaudit, pas ce qu'on t'a appris à désirer, ce que toi, tu veux. La plupart des gens ne se posent jamais cette question. Ils meurent sans avoir vécu une vie qui leur appartient. Ils passent des années enfermés dans une routine, une identité fabriquée, une existence étrangère, et le plus tragique,
c'est qu'ils ne s'en rendent même pas compte. Mais toi, tu n'as plus cette excuse. Maintenant tu sais. Maintenant tu vois le piège. Et quand tu le vois, tu ne peux plus redevenir aveugle. À partir d'aujourd'hui, chaque décision que tu prends, chaque pensée que tu as, chaque impulsion qui naît en toi sera une opportunité de te demander: est-ce vraiment moi ou est-ce une programmation? Si tu peux te poser cette question chaque jour, si tu peux rester conscient de la manière dont le monde essaie de t'influencer, alors tu auras atteint ce que très peu de gens atteignent, un esprit inébranlable. Cela ne veut pas dire que tu ne seras jamais influencé. Cela veut dire que, quand cela arrivera, tu le verras, tu le reconnaîtras. Et ça change tout. Maintenant que tu sais, la question finale est: vas-tu continuer à courir ou vas-tu prendre le contrôle de ta vie pour la première fois? Parce que si tu ne décides pas aujourd'hui, quelqu'un d'autre décidera pour toi, comme ça a toujours été le cas.